Bienvenue dans ce dernier numéro de PAF de la saison. Alors, on aurait pu revisiter toute l'actualité qui s'est passée. Il s'est passé beaucoup de choses depuis quelques mois, mais l'actualité actuelle, si je puis dire, est tellement chargée que nous avons beaucoup de choses à dire. Et pour en parler, Alexandra Dublanche, bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-présidente du Conseil régional d'Île-de-France et vous êtes adjointe au maire de Sartrouville. Merci d'être avec nous. Judith Vintraud, bonjour. Vous êtes grand reporter au Figaro Magazine. Vous êtes quelqu'un qui connaît extrêmement bien la vie politique que vous suivez avec passion. Et vous allez nous raconter un nombre d'années qu'on ne me dira pas. Non. Mais avec passion et avec un savoir formidable. Merci d'être avec nous. Laurent Mazory, bonjour. Vous êtes adjoint au maire d'Elancourt. Vous allez participer samedi à quelque chose d'important, puisque ce sera l'élection du président et des vice-présidents de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin. Vincent Couronne, bonjour. Bonjour Patrice. Vous êtes politologue, vous enseignez la science politique, vous êtes aussi le fondateur du collectif qui s'appelle les surligneurs, c'est-à-dire que vous recherchez dans les déclarations notamment des hommes et des femmes politiques des propositions qu'ils font et qui sont parfois déjà dans les lois ou des propositions qui sont impossibles à appliquer. C'est une sorte de vrai-faux de la politique. Et Jean-Charles Lajoigny qui est en plateau avec moi, sans masque. Bonjour, sans masque. Ce qui n'est pas bien pour un éditeur de polar. Oui, c'est vrai. Et on gardera quelques minutes à la fin parce qu'il y a 4 livres que vous publiez en poche notamment, et pour l'été ça va être absolument formidable, aux éditions Lajoigny. Alors, je disais, l'actualité est très chargée. On va commencer par le premier d'entre nous, ou d'entre eux, c'est Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, la semaine dernière, je disais ici que s'il voulait être réélu, il était obligé de changer de Premier ministre. Il m'a écouté, ce qui est quand même bien de sa part. Est-ce que, peut-être je vais commencer avec vous, Judith, est-ce que vous pensez que ce remaniement auquel il a procédé, changement de Premier ministre, changement de gouvernement, est plutôt réussi? Alors, 2 choses. Je trouve que l'équipe n'est pas mal. Il a réussi à créer de la surprise avec Éric Dupond-Moretti. Rien n'avait fuité, ou en tout cas, moi, je ne l'avais pas su, mais je n'ai rien vu nulle part. Donc, il a eu ce fameux effet blast, comme disait Nicolas Sarkozy, qui est indispensable pour ne serait-ce qu'attirer l'attention. Il l'a eu d'ailleurs aussi parce que là je parle des événements les plus récents, mais il l'a eu aussi avec Jean Castex, qui je trouve a plutôt réussi ses premiers pas. Il parle clairement, on comprend tout ce qu'il dit, il n'utilise pas d'expression bizarroïde. Là, c'est pas par rapport à Édouard Philippe, c'est par rapport à Emmanuel Macron, ce qui est fort agréable. On n'a pas l'impression d'être pris pour des imbéciles. Ça, c'est pour le casting. Maintenant, on peut parler de tas de choses, de l'équilibre droite-gauche. On va en parler, ça, peut-être. Oui. On y reviendra. Maintenant, moi, j'ai un petit doute par expérience sur les changements intégraux, c'est-à-dire avec changement de Premier ministre, qui ne s'accompagne pas d'un changement de politique. On a eu ça sous François Hollande, quand il a changé de politique en gardant Jean-Marc Ayrault et attendu quelques mois ou même un peu plus au municipal pour le remplacer par Manuel Valls, qui lui incarnait ce virage pro-entreprise, beaucoup plus soucieux des questions de sécurité. Et du coup, les Français n'ont pas compris. Donc, qui dit changement de Premier ministre, bouleversement, dit changement de politique. Or là, le premier message d'Emmanuel Macron, ça a été pour nous dire, notamment à la presse quotidienne régionale, pas question de faire un tête à queue, je continue. Donc il y a une contradiction dans l'affichage. D'accord. Alexandra Dublanche, sur ce gouvernement, sur le changement de gouvernement de Premier ministre, qui vient de chez vous d'ailleurs. Tout à fait. Écoutez, moi, je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit. Bon, la bonne nouvelle, c'est que je trouve que certains ministres complètement à bout de souffle sont partis, et notamment, moi, je pense à Christophe Castaner, où ça a vraiment été une catastrophe en termes de messages à nos forces de l'ordre, et je trouve que Gérald Darmanin fait plutôt un bon début en communication. Maintenant, il faut voir effectivement la politique qui va être menée.
effectivement, je pense que ce changement de gouvernement, c'est un bon coup de com'. C'est bien réussi en termes de coup de com', de casting. Ça fait aussi diversion sur le résultat des municipales. Donc, bien sûr, on oublie complètement le désastre des municipales. Et après, voilà, moi, pour l'instant, Castex, je trouve que c'est une bonne nouvelle parce que c'est un élu des territoires, un élu rural, donc qui, je l'espère, va pouvoir renouer ce dialogue avec notamment les territoires ruraux. Mais est-ce qu'il va être capable, par exemple, de faire ce mouvement de décentralisation et pas de déconcentration qu'on attend? Ça, voilà, on va vraiment être très attentif et vigilant à cela, notamment nous, côté région Île-de-France avec Valérie Pécresse. Donc, bon coup de com', mais effectivement, maintenant, il faut que ça se traduise dans les faits, sinon ça ne sert strictement à rien. Oui, maintenant, les difficultés commencent, comme on dit. Laurent Mazory, peut-être un mot sur ce gouvernement ? Oui, je partage d'abord ce qui a été dit par les deux précédentes intervenantes. Effectivement, après, nous jugerons sur les actes et je pense également à des effets de bord, des effets collatéraux qui m'ont surpris et qui touchent du coup de fait notre territoire. La nomination, par exemple, de certains ministres, je pense à Nadia Hay, qui m'a semblé sortir un petit peu de nulle part. Ou alors on nomme des ministres simplement parce qu'ils sont députés de trappe, et auquel cas je pense qu'on a beaucoup d'autres ministrables qui auraient pu faire l'affaire. Après, je vais faire un petit peu un clin d'œil et je suis assez d'accord également sur le choix d'Éric Dupond-Moretti comme le happening de cette opération, une opération très marketing, très marketée, mais également je trouve qu'il y a une forme de clin d'œil de provocation dans cette nomination à nommer quelqu'un qui a pendant pratiquement plus de 25 ans ou 30 ans dans toutes ses interventions vilipendé la magistrature. Donc ça, c'est un premier point. Je trouve que ça, c'est assez intéressant à voir. Mais j'ai également une inquiétude, même si je partage ce que Madame Dupont disait concernant Monsieur Castex, un homme issu des territoires, mais c'est quand même aussi un technocrate. Et une des parties principales dont nous souffrons, c'est le poids de la technocratie qui va bien souvent à l'encontre justement de ce que l'on souhaiterait voir dans les actes de décentralisation. On ne peut pas décentraliser d'un côté et maintenir en même temps les règles et les règlements qui écrasent à la fois les collectivités territoriales, mais qui écrasent aussi nos entreprises. Et là, c'est une vraie gageure pour quelqu'un qui est issu de son profil professionnel, je dis bien professionnel, de pouvoir faire cette révolution au sein d'un gouvernement à quasiment moins de 18 mois d'une élection présidentielle. Pour moi, il y a de vrais enjeux et ce sont de vrais chiffons rouges qui pourraient être éventuellement agités devant le reste de la technocratie, dont nous souffrons beaucoup pour une meilleure efficacité dans une situation où la relance va être absolument essentielle face à la crise qui s'annonce, qui est déjà là, qui est à nos portes, liée à la problématique économique qui résulte du Covid. Juste si je peux ajouter un mot, d'ailleurs, c'est vrai que Jean Castex, c'est quand même un énarque pour remplacer un énarque auprès d'un énarque. Donc là-dessus, je suis d'accord, mais après, j'ai foi en son lien avec les territoires, je l'espère. Il faut donner un peu sa chance au produit. Mais on l'attend au tournant. C'est pas forcément un mal absolu de sortir de l'ENA. Jean-Charles Lajoie, non ? Oui, d'avoir un minimum d'expertise, ça fait du bien. Je trouve que effectivement, l'ENA, on en dit beaucoup de mal, parce que c'est très très à la mode de critiquer. Mais enfin, je veux dire, pour l'instant, on voit pas d'autres moyens de formation d'une certaine élite qui est appelée à gouverner le pays. Et je trouve ça très bien. Sinon, après, sur le gouvernement, ce qui est tout à fait sympathique, c'est que les mauvais sont partis, les bons sont restés, et les nouveaux, oui, je veux dire... c'est souvent comme ça. Hein, oui, non, mais il y a quelquefois des choix peut-être des choix amicaux, des tas de choses qui font qu'effectivement, il y a quelques mauvais qui pourraient rester. Et là, on a l'impression que Emmanuel Macron a vraiment fait un choix drastique. Il s'est séparé de son meilleur ami, enfin, son soutien à Castaner. Belloubet. On va parler ça, du ministère de l'Intérieur, parce que c'est intéressant. Édouard Philippe n'était pas si mauvais. Moi, j'aimais beaucoup, mais peut-être qu'il est assez sain que les gens... que dans un quinquennat, on n'est pas toujours le même président de la République. Sinon, il y a une certaine lassitude. Le même Premier ministre, vous voulez dire. Le même Premier ministre. Non, parce que le Premier Président, on est un peu obligé. Non, le même Premier ministre, pardon. Et je trouve ça, c'est probablement une des bêtises du président Chirac d'avoir fait coïncider, On va parler du quinquennat peut-être, parce que je trouve ça très dommage. Il y a un problème institutionnel peut-être dont il faudra parler. Vincent Couronne, on voit Édouard Philippe, alors... certains disent qu'il pourrait devenir un rival d'Emmanuel Macron, puisqu'il est populaire. On voit la nomination de Jean Castex, qui est un maire d'une petite ville, mais enfin qui n'a pas une carrière politique, qui sont tous les deux, au fond, des techniciens, peut-être
des énarques, comme disait Laurent. Est-ce que la fonction de Premier ministre n'est pas en train d'évoluer, au fond? Si, clairement, et ça c'est dû quand même aux modifications du terme, enfin du mandat du président de la République avec le quinquennat et l'inversion du calendrier électoral, où on a désormais une élection législative qui intervient après l'élection présidentielle. Et donc on a un renforcement, on l'avait déjà vu avec Nicolas Sarkozy, un peu moins avec Hollande, mais quand même, et surtout aujourd'hui avec Emmanuel Macron, un renforcement de la concentration des pouvoirs à l'Élysée, et il n'y a rien d'étonnant à cela. Le seul problème en fait qu'on a ici, c'est que si on présidentialise le régime, eh bien, il faut aller au bout de la logique. C'est-à-dire que Emmanuel Macron concentre un certain nombre de pouvoirs à l'Élysée. On le voit avec la nomination de Jean Castex et puis la déconcentration de ses conseillers dans les ministères et à Matignon. Mais en revanche, il n'en assume pas les responsabilités derrière. Si on était dans un vrai régime présidentiel, on aurait un pouvoir législatif extrêmement fort en mesure d'arrêter le président de la République en cas de graves désaccords alors politiques notamment. Et donc là, ici, on l'a pas. Donc on a un régime parlementaire toujours en France avec un Premier ministre qui est censé être fusible et assurer la responsabilité politique des actes ou de la volonté du président de la République. Et ça n'est plus le cas désormais, puisque même le remplacement d'Édouard Philippe ne s'est pas fait sur un désaccord sur la ligne politique, mais simplement sur une question purement de stratégie électorale. Donc oui, effectivement, le régime se présidentialise, mais attention, il ne devient pas un régime présidentiel. Il reste bien un régime parlementaire, on va dire, ultra présidentialisé. Je crois que Nicolas Sarkozy a soufflé à l'oreille d'Emmanuel Macron l'idée de supprimer le Premier ministre dans le prochain quinquennat, s'il y avait un prochain quinquennat. Judith Vintraube, est-ce qu'il n'y a pas quand même, derrière tout ça, et on le voit quand même, une solitude absolue du président de la République? C'est-à-dire que Jean Castex, il va à l'Assemblée, il rencontre des députés, il rencontre des gens, il va dans des usines, etc. Et on a l'impression quand même d'un président de la République qui est de plus en plus seul, de plus en plus isolé. Et est-ce que c'est pas le problème, au fond, des institutions de la Ve République? Mais si, mais d'ailleurs, moi je trouve qu'il faut faire remonter cette évolution sans éléments appréciatifs du rôle respectif du Premier ministre et du Président de la République. On a oublié, mais quand Chirac nomme Jean-Pierre Raffarin, certes, c'est un élu, mais c'est quand même d'abord quelqu'un d'extrêmement fidèle et absolument pas connu nationalement. Dominique de Villepin, encore pire. Donc cette évolution-là, elle est ancienne et vraiment à raison institutionnelle. Maintenant, la solitude d'Emmanuel Macron, oui. On a vu que pendant le remaniement, il a essayé de pêcher à gauche et il s'est pris des râteaux, pour parler familièrement. Au moins deux, Valérie Rabault, qui est d'ailleurs, puisqu'elle a refusé un ministère présidente du groupe socialiste à l'Assemblée nationale, Ségolène Royal, dont on s'est moqué, mais qui a effectivement été appelée... oui, par Jean-Yves. Elle a montré les messages de Jean-Yves Le Drian. Ouais. Après, apparemment, Emmanuel Macron, lui, ne l'a pas appelé derrière. Bon, donc ça n'a pas marché. Donc, solitude politique à gauche, même si Éric Dupond-Moretti est marqué à gauche, il n'a pas sa carte du PS. Et puis, rétrécissement de sa majorité propre. Les marcheurs à l'Assemblée ont perdu la majorité absolue, et il n'a pas tellement soigné ses alliés, qui sont devenus pourtant indispensables, le MoDem de François Bayrou. François Bayrou a même dû faire monter le ton pour Marc Fesneau, pour que Jacqueline Gouraud garde le ministère des Territoires. Donc oui, une extrême solitude, mais qui va avec sa stratégie du coucou, puisque il a été élu en promettant de faire et la droite et la gauche. Et puis, ça a pas mal marché sur la gauche, qu'il a complètement éparpillé façon Pulse, mais enfin, qui avait bien commencé sans lui. Donc là, ce qu'il essaye de faire, en fait, c'est d'occuper tout l'espace à droite.
Alors, on va y revenir. Justement, Alexandra Dublanche, je parlais de Jean Castex qui vient de Voiron, vous êtes LR. Hein. Est-ce qu'il n'y a pas quand même un manque de renouvellement? On aime bien Christian Jacob et tout ça, bon, ils sont formidables. Mais enfin, est-ce qu'il n'y aurait pas eu besoin quand même d'un renouvellement dans votre mouvement qui fait que des gens comme Édouard Philippe, comme Castex, vont avec Macron alors qu'ils auraient pu prendre des fonctions peut-être aux Républicains? Alors vous dites que je suis LR, mais j'ai quitté les LR en même temps que Valérie Pécresse. Voilà, vous êtes il y a mouvement un an, à venir, peut-être. c'est ça. Pardon. Donc effectivement, je pense que notre famille politique a toujours eu des difficultés à faire monter aussi des nouveaux talents, ce qui n'est pas du tout le cas d'une personne comme Valérie Pécresse, qui au contraire va aider, et notamment les jeunes femmes. Hein, c'est pas une femme qui, ayant souffert et ayant voilà, c'est sa vie politique, elle a dû vraiment se battre. Elle va pas faire vivre cela à la prochaine génération. On voit parfois dans certains autres milieux aussi. Donc voilà, c'est quelqu'un qu'on encourage. Et effectivement, il y a d'autres profils auxquels je pense, qu'on apprécie ou pas, même dans notre département des Yvelines, auxquels on n'a pas forcément aussi donné leur chance et qui, du coup, sont partis, qui sont partis par opportunisme. Donc ça, c'est une autre question. Voilà, après, il faut savoir où on habite, d'où on vient et ce en quoi on croit. Et est-ce que ça justifie de partir vers une autre politique d'Emmanuel Macron qui est pas, pour moi, qui n'est pas une politique de droite et qui n'est pas celle que voilà je veux voir pour le pays. Donc ça, c'est un autre sujet. Mais il est vrai que je pense les Républicains ont un gros travail à faire là-dessus, en termes aussi de féminisation. Hein, quand je vois les photos des différents comités, etc., ça me déprime un petit peu. Je vous aime beaucoup, messieurs, hein, mais c'est quand même pas très varié. Et donc il y a un travail. Et puis alors sur la solitude, c'est vrai, on se demande où sont maintenant les macronistes dans le gouvernement. On voit qu'il y a un problème de vivier. Et je pense par exemple ce que disait Laurent Mazori sur le fait de nommer ministre Nadia Hay sans se rendre compte qu'il y a un petit problème de suppléants et donc du coup un risque de perdre la circonscription. Je pense que vraiment c'est qu'ils n'ont pas 10 000 autres options et donc ça c'est un bel exemple de non-anticipation et aussi de manque de vivier. Dans les députés, on va voir ce qu'ils vont faire pour les secrétaires d'État, mais effectivement une grande solitude. On va peut-être parler tout à l'heure, oui, de Nadia et de cette élection partielle qui aura lieu. Peut-être Laurent Mazori, en tant que centriste, vous êtes membre de l'UDI, hein, vous êtes toujours? Oui, tout à fait, absolument, toujours. Non, mais je voulais réagir sur ce que disait Alexandra Dublanche. Il y a un phénomène chez les politiques, c'est vrai que c'est plutôt majoritairement des hommes, parce que historiquement, ce sont des hommes qui sont politiques, et on le voit bien dans les collectivités territoriales, et on le voit bien dans les élections municipales. Regardez le nombre de Molière. Ce que j'appelle Molière, c'est celui qui veut mourir sur scène. C'est-à-dire que je ne prépare pas ma succession, je m'arrange pour avoir des gens médiocres et moyens, je suis désolé de le dire. Et puis le moment arrivé, j'apparais comme le seul rempart, le seul recours. Et donc à 88 ans, 91 ans, je me prépare, je me présente, je viens, je suis désolé, je caricature avec mon déambulateur. Et puis je suis étonné de perdre Marseille. Mais je donne cet exemple. Mais on en a tellement autour de nous dans des petites et des grandes collectivités. Et effectivement, je partage ce point qu'Alexandra nous disait, c'est-à-dire où est la relève aujourd'hui dans les partis politiques, dans les partis traditionnels. C'est très compliqué. On le sait bien, à la tête d'un certain nombre des grandes institutions, nous avons des gens qui ne veulent pas partir, qui ne veulent pas céder leur place. Il est donc difficile aux nouveaux. Et là-dessus, je suis d'accord, je rends effectivement hommage à Valérie Pécresse qui a ce mérite, on le voit bien, d'avoir poussé à la voix effectivement des femmes, mais également des jeunes issus de la diversité dans un ensemble de secteurs de l'Île-de-France et qui sont là. Mais à un moment donné, il y a ce barrage, il y a cette baronnie dans tous les partis, c'était pareil au PS, il y a ce grand barrage où, eh bien, il n'y a pas capacité à prendre des responsabilités et par conséquent, et là-dessus, Alexandra, je comprends la notion opportuniste, mais à un moment donné, quand vous barrez tout le monde, ben, les gens vont voir où ils ont une chance de pouvoir aller pour mettre en œuvre quand même des idées qui peuvent être parfois des idées locales, qui sont un peu apolitiques, qui sont des idées du quotidien. Et il faut qu'ils aient cette possibilité de s'exprimer. C'est un peu là-dessus, d'ailleurs, qu'Emmanuel Macron a misé quand il a fait son parti. Les marcheurs, vous avez beaucoup de gens de la société civile, mais vous avez aussi beaucoup de gens qui, par opportunisme, mais par envie de faire, l'ont rejoint. Et là-dessus, on a, et l'UDI comme les autres, notre part de responsabilité. Il faut que nous nous débarrassions avec tact et classe de nos vieux barons. D'accord. Alors, de vos vieux barons, ou trouver des candidats nouveaux. On va parler justement du problème de la droite. Je veux dire un mot là-dessus. Bien sûr. C'est bien gentil. Donc, toute organisation humaine
dans toute organisation humaine, les gens qui sont en place ont tendance à vouloir empêcher les autres de leur prendre la place. Hein, c'est pas spécifique à la politique. Quant au choix qui serait celui de Valérie Pécresse de promouvoir des jeunes et que des jeunes, c'est très très bien. Il faut remarquer aussi qu'elle est partie seule des Républicains et que si elle avait pu partir avec quelques barons, je pense qu'elle n'aurait pas dit non. Dernière remarque, effectivement, Emmanuel Macron a promu des gens qui étaient des novices en politique à l'Assemblée. C'est globalement une catastrophe. Et c'est tellement une catastrophe qu'il n'a pas pu, je le dis fréquentant l'Assemblée tous les jours, qu'il n'a pas pu constituer un vivier dans lequel il aurait aisé pour constituer son gouvernement. C'est rare qu'il y ait aussi peu, par exemple, de présidents de commission, que sais-je, enfin de spécialistes de l'Assemblée qui vont au gouvernement. Là, il n'en a pas trouvé. Le problème des novices d'Emmanuel Macron, c'est qu'il n'y a aucune expérience politique, aucune expérience d'exécution et de mise en œuvre de politique du terrain. Il y a des élus locaux jeunes, alors qui n'ont pas 15 ans de politique évidemment derrière eux, mais qui savent ce que ça veut dire de mettre en place, en œuvre, et pas seulement dans du discours, des politiques publiques. Et donc je pense que c'est ce qui se distingue. Et ce qui est de Valérie Pécresse de partir seule, j'ai pas eu du tout cette impression-là. Et elle a des députés, des sénateurs autour d'elle. Et après, elle propose quelque chose effectivement de différent. Et après, on verra comment tout ce beau monde se regroupera, je l'espère, pour plus tard. Mais voilà, j'ai pas du tout eu cette impression-là. Bien au contraire, et il suffit de regarder la dernière rentrée politique du mois d'août dernier pour comparer la rentrée des Républicains et celle de Valérie Pécresse à Brive-la-Gaillarde, où il y avait à peu près 4 fois plus de personnes. Je voudrais juste peut-être préciser, pardon Patrice, pour répondre à Madame Vintraube, je partage ce que vous dites, c'est le principe de ce qu'on appelle l'équité, ou que les Américains appellent le fairness. L'inclusivité, c'est pas d'abord parce que je suis jeune que je suis pris, c'est d'abord parce que je suis compétent. Mais effectivement, si je suis à compétence égale en situation d'y aller, il vaut mieux me choisir pour remplacer, pourquoi pas le baron. Mais le baron qui était extraordinairement compétent, il ne faut pas le remplacer. C'est pareil, on prend quelqu'un parce que c'est une femme, on prend d'abord parce qu'elle est compétente. Et ensuite, c'est une femme. Pour les personnes issues de la diversité, c'est la même chose. Dans le personnel politique, c'est pareil. Effectivement, le gage de jeunesse n'est pas un gage de compétence. Et vous avez raison. On avait au gouvernement, je ne vais pas revenir sur les propos de Sylvette Paille qu'on a dû supporter en même temps, passer des bons moments quand elle parlait. Donc, il faut quand même en profiter. Ça fait rire tout le monde. Mais c'est pas parce qu'elle est issue de la diversité et que c'était une femme et qu'elle était jeune qu'elle aurait dû être choisie. C'est parce que c'est vraiment une très, très bonne actrice de campagne électorale. Ça, j'en suis absolument persuadé. Mais ça ne fait pas forcément une bonne porte-parole. Voilà. Et donc, je pense qu'on est d'accord. C'est d'abord et en toute chose la compétence. Ensuite, la diversité et le reste de l'inclusivité vient comme une donnée supplémentaire. Je voulais juste apporter cette précision parce qu'elle me semble importante. C'est un peu ce que disait Judith, c'est-à-dire qu'il y a quand même un problème de compétences chez les marcheurs qui était à la fois une aspiration au renouvellement de la vie politique, mais après, bon, il faut pouvoir assurer quand on est en fonction. Jean-Charles, pardon. Oui, alors j'ai toujours un peu l'impression d'entendre les mêmes critiques, quels que soient les personnels politiques, on ressort les mêmes analyses en disant oui, il n'y a pas de renouvellement, les gens de la société civile sont des nuls. Quand on les appelle pas, on dit c'est scandaleux, tout est confisqué par les politiques. Quand on les appelle, c'est une catastrophe. Quand on remercie les gens qui sont pas bons, comme par exemple la porte-parole comique là, qui s'en va, bah, c'est très bien. On réalise qu'elle n'est pas bonne, elle s'en va. Donc arrêtons toujours de critiquer sur le principe. Il y a des jeunes, il y a des femmes, il y a des gens. Amélie de Montchalin ne me paraît pas être la dernière des abrutis. Voilà, le Cornu, Julien de Normandie, etc. Il y a toute une pléiade de gens qui paraissent tout à fait compétents, qui sont là, qui sont jeunes, des hommes, des femmes, etc. Donc arrêtons ces procès d'intention qu'on pourrait, à chaque fois, chaque gouvernement, sans même regarder la liste, on peut toujours dire les mêmes choses. C'est un peu dommage. Reconnaissons que de temps en temps, il y a des gens compétents qui sont aux bonnes places. Et puis reconnaissons à Macron, à Édouard Philippe et maintenant à Castex l'idée de tenter, d'essayer de faire bouger les choses. Alors c'est forcément des nouvelles têtes, il y aura des échecs, mais on va sûrement avoir de bonnes surprises parmi ces nouveaux arrivants. Alors ce gouvernement, évidemment, c'est un gouvernement en vue de la présidentielle de 2022. Justement, Alexandra Dublanche, vous parliez de Valérie Pécresse. Valérie Pécresse, François Baroin et Xavier Bertrand sont les trois dont on peut penser qu'ils pourraient être candidats au présidentiel de 2022, représenter la droite, mais
Je vais peut-être demander d'abord à Vincent Couronne, et puis je vous réagirai après. Est-ce qu'il y a encore une place face à un gouvernement où on voit Jean Castex, Le Maire, Darmanin, Bachelot, est-ce qu'il y a encore une place pour la droite, et pour une droite qui ne soit pas une droite extrême? Vous voulez dire à la place d'Emmanuel Macron ou autour d'Emmanuel Macron? Dans la présidentielle de 2022, est-ce que Macron n'est pas en train d'aspirer, au fond, et c'est son calcul, pour le premier tour en tout cas, la droite classique? Si, je pense que c'est sa stratégie, a priori, et en plus de ça, au lendemain des municipales, on aurait pu penser qu'il se serait un peu plus déporté vers la gauche, profitant un petit peu d'une vague des grandes villes, PS, écolo, etc. Mais non, il siphonne effectivement, il continue de siphonner le marché sur les plates-bandes de la droite. Et est-ce que l'espace est encore disponible pour la droite? Eh bien, je crois que le paysage politique aujourd'hui chez LR apporte la réponse. C'est-à-dire que, à part effectivement quelques prétendants possibles, etc., mais il n'y a pas grand monde. Après 2 ans avant une présidentielle, c'est extrêmement difficile de faire des pronostics. Je ne crois pas qu'un seul des pronostics qu'on ait pu faire par le passé ait été vérifié 2 ans après. Mais en réalité, peut-être que Emmanuel Macron ici, il s'attend effectivement à un face-à-face de nouveau avec Marine Le Pen, qu'il a peur d'un face-à-face Marine Le Pen qui risquerait d'être en face-à-face avec un candidat LR. Donc c'est pour ça qu'il continue à marcher vers la droite. Mais en réalité, pour les municipales, peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler, mais je sais qu'on a beaucoup relativisé le succès des écologistes aux municipales, mais malgré tout, je pense que ça a provoqué un effet politique assez une déflagration politique au Parti socialiste et chez Europe Écologie Les Verts assez importante, qui fait que psychologiquement aujourd'hui, le Parti socialiste envisage de se ranger derrière les écologistes pour la présidentielle en 2022. C'est ce qu'a dit le premier secrétaire Olivier Faure. Et donc ça, à mon avis, Emmanuel Macron, qui a peur de sa droite, en réalité, pourrait peut-être se retrouver en 2022 face à un candidat commun, Europe Écologie Les Verts, PS, potentiellement. Alors, Judith Vintraud n'est pas d'accord, mais... Judith, justement. Vous avez tout à fait raison sur les déclarations d'Olivier Faure, qui est le patron du PS, qui commence la vente par appartement. En revanche, côté la France Insoumise Mélenchon, qui représente plus électoralement que le Parti socialiste, il est hors de question de ne pas présenter de candidat. Bon, donc, au contraire, l'émergence des Verts, qu'il faut relativiser parce qu'ils ont pris quelques grandes villes, mais en fait, dans l'ensemble de la France, il n'y a pas de vague verte. Je ne suis pas en train de nier le phénomène. Il y a eu phénomène, mais il n'y a pas de vague verte. L'émergence des Verts est plutôt une bonne nouvelle pour Emmanuel Macron dans la perspective de la présidentielle parce que ça lui garantit la division à gauche. Ce sont des Verts de gauche. Donc, ça garantit une division entre les Verts et la France Insoumise. Alexandra Dublanche, justement sur... alors, on va peut-être parler de la présence des Verts, mais peut-être sur est-ce qu'il y a encore une place pour un candidat que vous souhaiteriez, je pense que vous soutiendriez, de la droite classique au présidentiel? Évidemment, et je l'espère bien. Ce que dit Vincent Couronne, on parle beaucoup de casting, encore une fois, mais en termes de politique, je pense qu'il y a un vrai créneau pour la droite. On va voir notamment sur le régalien, sur tout ce qui est laïcité, anticommunautarisme, où il y a une vraie opposition de vues entre ce gouvernement et ce que la droite peut proposer. Alors, Gérald Darmanin a un discours là beaucoup plus fort déjà dès ses premiers jours, mais on va voir encore une fois si ça se traduit dans les faits, puisque là, cette majorité En Marche penche bien à gauche quand même sur ces sujets. Il y a aussi, je pense, par exemple sur les prisons, pareil, avec Dupond-Moretti, nous on n'est pas trop dans l'optique de vider les prisons et ce qui est annoncé, ce qui a été fait jusqu'à présent. Donc là-dessus, je pense qu'aussi il y a des vrais clashs. Et après, encore une fois, toujours, je prendrais l'exemple aussi peut-être de l'écologie, cette opposition entre ce qui est dit, ce qui est fait. Je prendrai 2 exemples. Je m'occupe de l'agriculture à la région, parce que la région de France est une grande région agricole, n'est-ce pas? Et par exemple, le bio, il y a beaucoup de discours, le bio, le gouvernement, voilà, porteur du bio. Bon, qui se désengage des aides pour les agriculteurs au bio? C'est cet État, ce gouvernement-là, et donc c'est les régions qui sont obligées de prendre la suite.
Le plan de relance qui se veut écologique et solidaire, donc voilà, on met 15 milliards dans l'aéronautique, 8 milliards dans l'automobile, et je m'en réjouis pour notre département notamment, qui est très industriel. Mais après, on refuse d'aider les transports publics du quotidien, qui sont ce qu'il y a de plus écologique et de solidaire, puisqu'accessible à tous, et d'aider à hauteur de 2,6 milliards d'euros Île-de-France Mobilité. Donc il y a beaucoup de choses comme ça, et puis c'est beaucoup une politique aussi de taxation qui est plus ancrée à gauche de l'échiquier politique, alors que nous, on est plus dans l'incitation avec des aides pour aider. Et d'ailleurs, les taxations, c'est ce qui a déclenché un mouvement comme les Gilets jaunes notamment. Donc, il y a beaucoup de choses sur lesquelles on n'est pas d'accord. Et effectivement, aussi tout ce qui est organisation du millefeuille français, des collectivités, avec cette volonté de décentralisation. Pourquoi on veut de la décentralisation? C'est pas juste une histoire de pouvoir, c'est une histoire d'efficacité. On l'a très bien vu pendant cette crise. Qui a été le plus efficace? C'est les maires, c'est les régions, c'est les départements, c'est absolument pas l'État, même sur des questions de santé, comme qui sont de la compétence de l'État. On l'a vu sur les masques. Donc, on veut un mouvement et on va voir s'il va arriver. Encore une fois, qu'il ne soit pas de déconcentration en donnant plus de pouvoir aux préfets dans les départements, mais donc à l'État, mais de décentralisation, faire confiance aux collectivités, à ceux qui sont le plus proches du terrain et qui sont le plus capables d'adapter des politiques aux réalités du terrain. On ne va pas porter la même politique en Seine-et-Marne ou à la Défense, c'est évident, mais pour cela, il faut une bonne connaissance du terrain. Donc, il y a énormément d'enjeux sur lesquels on est en contradiction. Et il y a des enjeux, il y a des politiques sur lesquelles on se retrouve, et tant mieux. Et si ça va dans le bon sens, on l'a toujours soutenu, en tout cas avec Valérie Pécresse, mais il y a des grands points de blocage. Jean-Charles Lajoie? Oui, je suis toujours étonné par le fait de vouloir trouver un candidat à droite. On a un président de centre-droit, et c'est très bien comme ça. Il n'y a pas besoin d'autres personnes, d'autres candidats. Ensuite, les trois personnes qu'on a vues, que ce soit Barouin, Pécresse ou Xavier Bertrand, c'est en tout cas pour Barouin et Xavier Bertrand, ils paraissent tout à fait Premier ministrable, compatible avec un Macron président une deuxième fois. Valérie Pécresse, pourquoi pas? Je trouve qu'elle a l'air très bien à la région, donc peut-être qu'il y a un moment... Voilà, c'est bien aussi de rester là. Mais enfin, en tout cas, voilà, tous les trois, ce serait tout à fait... Et je ne vois pas d'opposition. Et je pense que c'est un peu curieux de la part... C'est pas une question d'opposition, c'est une question de place. Est-ce qu'il y a une place ou pas? Oui, mais c'est peut-être ça qui est en train de tuer les Républicains. C'est-à-dire que plutôt que d'essayer de se dire qu'est-ce qu'il y a de bien chez Macron, etc. On est là, il va falloir qu'on se démarque absolument. Et comment se démarquer de quelqu'un qui est... C'est pas du tout ce que j'ai dit, vous ne m'avez pas écouté, qui pense quasiment... Non, mais je ne dis pas que c'est ce que vous avez dit, vous. Mais en règle générale, on est toujours là en train de dire, bon, la droite doit se réinventer, les Républicains. Mais que les Républicains n'essayent pas de se droitiser comme des fous. Macron fait très bien le job. Je veux dire, la moitié des Français considèrent que c'est un président de centre-droit. Et voilà, je veux dire, c'est peut-être dommage pour les gens qui avaient d'où son énorme succès au municipal. Écoutez, oui. Alors, sur les énormes succès, il y a des succès électoraux qui comptent beaucoup. Je veux dire, après... les élections municipales, ça n'a aucune importance. Bien sûr. Oui, mais après, il faut comparer, c'est comparable. On sait très bien que là, 83% des maires ont été réélus. Il ne fallait pas s'attendre. C'est vraiment de l'acharnement contre Macron que de dire il a perdu les élections municipales. OK, ça n'a pas été un franc succès. Déjà, en termes d'objectifs, partir sur 10 000 conseillers municipaux, c'est comme si moi, je me disais, je vais courir un marathon, mais je me fixe l'objectif d'1 kilomètre. Donc, c'est sûr que déjà, il part pas bien loin. L'objectif était assez bas. Enfin, 83% des maires réélus, la République En Marche ne peut pas faire grand-chose. Laurent Mazory, c'est un président de centre-droit? Pardon. C'est vraisemblablement un candidat qui aujourd'hui est devenu de centre-droit, mais moi je n'oublie pas d'où il vient, et je rappelle quand même qu'il était à l'Élysée et qu'il a fait une grosse partie de la politique de François Hollande, plus ou moins de succès, et d'ailleurs plutôt moins pendant un certain temps et un peu plus quand il était sur le point de partir. Donc qu'il vienne de la gauche et qu'il soit passé à droite par volonté de carrière, c'est assez classique. Qu'il réussisse un certain nombre de choses bien, moi je suis assez d'accord avec M. Lajoie là-dessus, oui, mais néanmoins il n'empêche effectivement que la droite, mais le centre, bien entendu, devra soutenir et présenter un candidat. Parce que je vais prendre un exemple, Madame Dublanche en a parlé un tout petit peu en parlant de la politique des prisons, puisque je parlais de Maître Dupond-Moretti hier. Sa première visite a été à Fresnes. Moi, personnellement, j'ai été choqué, et ce n'est pas ma politique, d'entendre
C'est quasiment ce qui a été dit avec le directeur de la prison. Ah, la bonne nouvelle, grâce au Covid, nous avons pu élargir un maximum de prisonniers et du coup, il n'y a plus de surdensité carcérale à Fresnes. Mais qu'est-ce que c'est que ce genre de réjouissement que nous pouvons avoir de nous dire c'est super, nous avons élargi des délinquants. Moi, mon objectif, je suis très clair et d'ailleurs, pour le coup, en deuxième partie, j'avais soutenu la candidature de François Fillon après avoir soutenu celle d'Alain Juppé en première partie. C'était le programme d'ouverture de nouvelles places de prison. Parce que, puisqu'on parle de soutenir, par exemple, les policiers, moi, mes amis policiers, quand ils arrêtent quelqu'un, je vais enfoncer les portes ouvertes, mais au bout de 24 ou 48 heures, ils sont dehors. Et je les entends dire, oui, mais les magistrats et le système judiciaire. Mais soyons honnêtes, des instructions ont toujours été données par le parquet sur des quotas de personnes à mettre en prison parce qu'il n'y a pas de place pour les accueillir. C'est une logique, j'en suis désolé, budgétaire. C'est pas choquant. Mais si on veut lutter contre l'insécurité dans les rues, concrètement, il faut à un moment donné, effectivement, faire comprendre à des gens qui vont être punis. Le parcours de ces différentes peines passe par, pour un certain nombre d'entre elles, de la prison. Je ne reviendrai même pas sur la Taubira avec les peines de prison de moins de 2 ans non effectuées. Et donc, il faut des places de prison. Sinon, on peut toujours avoir des policiers, leur permettre d'arrêter les gens, et puis on peut les mettre en guerre avec la magistrature. Mais une partie de la magistrature, de toute façon, n'a pas les moyens de mettre en prison, je suis désolé, les délinquants. Donc, on voit bien qu'il y a là la nécessité d'avoir un candidat qui porte ces valeurs-là, qui sont aussi des valeurs du respect de la République. Je rappelle que quand on arrête des gens qui ne respectent pas la loi, on est au cœur des valeurs républicaines, et que ces valeurs républicaines, pour le coup, elles ne sont ni de droite, ni de gauche, elles sont issues de la Révolution française. Donc, à un moment donné, oui, il faut un candidat de droite et du centre aux élections. Même si Emmanuel Macron fait bien le job sur certains sujets, et comme le disait Mme Dublanche, nous, les uns et les autres, nous le soutenons quand ces mesures nous semblent bonnes pour nos agriculteurs. Et ça arrive, il y a des bonnes mesures, mais il y a aussi, vous avez raison Mme Dublanche, toute cette hypocrisie sur le bio. Je suis heureux que vous l'ayez trouvé parce que c'est ce qu'on vit au quotidien. Et le bio, en réalité, ce sont les collectivités territoriales qui le font quand elles passent des marchés publics pour les candidats, parce que c'est cette commande-là qui génère la majeure partie et le volume. Voilà. Et donc, oui, il faut un candidat de droite et du centre, en face de Macron, aux prochaines élections présidentielles, Patrice. Bon. Je ne suis plus tout à fait sûr que François Fillon soit pour l'exécution des peines, absolument. Mais peut-être, attends, Judith et Jean-Charles. Oui, non, moi, C'est malhonnête, Patrice, il l'était, Patrice. je voulais dire qu'effectivement, Alexandra Dublanche avait mis le doigt sur les deux questions qui ne permettent pas d'identifier les Républicains et Emmanuel Macron. La sécurité, Laurent Mazory en a parlé brillamment, je ne reviens pas dessus, mais effectivement, elle a raison, il y a aussi la laïcité. Gérald Darmanin, qui est désormais ministre des Cultes puisque ministre de l'Intérieur, s'est illustré en 2015, après les attentats, en disant son opposition à ce qu'il a appelé la laïcité punitive. Moi, je ne sais pas ce que c'est que la laïcité punitive, je suis contre la laïcité avec adjectif. Il a aussi proposé une réforme avec l'islam sur le. Aidez-moi, j'ai perdu le mot. Sur l'organisation de l'islam en France. Voilà. Et il a été pris à partie hier au Sénat, d'ailleurs, hein, là-dessus. Il a été pris à partie, alors c'était très intéressant, par Jacqueline Eustache-Brinio, qui est une sénatrice Les Républicains du Val d'Oise, ex-maire de Saint-Gratien, où elle s'est battue, où elle était vraiment persécutée, notamment par des salafistes. Un concordat, voilà, le mot qui m'échappait, il veut un concordat avec l'islam. Et donc, voilà, Jacqueline Eustache-Brinio, qui publie aujourd'hui un rapport extrêmement intéressant sur la constitution d'écosystèmes islamistes dans certains quartiers de France, a posé une question hier à Gérald Darmanin au Sénat, et elle se fait envoyer sur les ronds sur le thème « Vous caricaturez », un peu comme Jean-Charles Lajoigny, droitisation. Donc c'est bien de sauter sur sa chaise en disant je suis laïque, je suis laïque, je suis laïque, mais là encore il faut des preuves. Alors, ayant dit qu'Alexandra Dublanche avait parfaitement raison, je suis obligée d'ajouter que malheureusement, j'ai peur que les Français soient moins sensibles que nous deux en tout cas à ce genre de problématique. Et oui, c'est toujours la question de la place, mais... Pardon, et pour finir, il me semble qu'en gros, il y aura une place pour un candidat de droite si Emmanuel Macron échoue, et seulement s'il échoue. Mais cela dit, Emmanuel Macron a eu des mots forts hein, sur le communautarisme. Vous avez entendu son discours sur la laïcité, vous? Parce que moi, non.
On Non, l'attend mais- toujours. Et puis les mots, Non, il a il pas est fait- très il a bon pas en fait de mots discours et en général. discours, ça Non, c'est sûr. celui qui a eu des mots, c'est Jean Castex, parce que c'était appréciable de l'entendre de mettre l'autorité et la laïcité avec la responsabilité dans le triptyque des valeurs qui étaient ces valeurs de référence. Mais ce ne sont des mots pour l'instant. Jean-Charles? Oui, alors je voulais juste revenir un petit peu sur ce qu'avait dit Laurent Mazory. Alors d'abord, c'est quand même sous Macron que maintenant les peines de prison sont exécutables après 1 an, toute condamnation à plus d'1 an, alors qu'avant c'était 2 ans. Donc ça, c'est quand même pas, c'est une mesure que la droite aurait tout à fait pu proposer et qu'elle ne peut qu'accepter. D'une part, et deuxièmement, c'est vrai que beaucoup de gens ont été élargis, c'est des gens qui étaient en fin de peine, et que je suis tout à fait d'accord avec Laurent, il faut construire des places de prison à l'évidence, mais laisser des prévenus à 4 par cellule dormir par terre dans des cellules de 9 mètres carrés, c'est une indignité absolue. Donc on est libéré. C'est le contraire, elle a voulu élargir, elle a voulu garder les prévenus, et comme elle s'y est mal prise, je parle de Nicole Belloubet, sa décision n'a pas été appliquée. Elle a fait tout l'inverse. On est d'accord. De toute façon, c'est même plus la peine de faire le procès de Belloubet, qui était d'une nullité consternante. Mais dans les faits... Le problème, c'est, alors, si on veut aborder ce problème, mais c'est quand même le problème du budget de la justice, qui est quand même absolument scandaleux. Enfin, on est dans les derniers, quoi, dans les budgets de la justice en France. On voit bien comment les magistrats n'ont pas de moyens pour travailler, comment ils sont submergés par les affaires. On voit bien comment les prisons sont suroccupées, en effet. Et alors, c'est vrai que le Covid, finalement, ça donne une bonne nouvelle pour les prisons, parce que du coup, on est à 100% d'occupation. Donc, on est tout à fait content. C'est une bonne nouvelle pour les prisons, la Covid, mais c'est une catastrophe pour la justice. C'est un problème de budget. C'est une catastrophe pour la justice, parce que la justice s'est quasiment arrêtée pendant 2 mois et demi. Donc il y avait déjà un engorgement total de tous les tribunaux. Et là, il y a des procès qui sont remis à 1 an et demi. Enfin là, il y a une défaite et une défaillance de la justice, effectivement, parce que ça fait des années que le budget est ridicule et qu'il faut savoir ce qu'on veut et qu'il faut construire des places de prison, il faut des magistrats, il faut plus de moyens, c'est une évidence. Alors, Vincent Couronne, on va revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire ce que vous appelez, vous, la poussée verte. C'est vrai dans les grandes villes, Bordeaux, Lyon, Strasbourg notamment. Est-ce que... Pardon ? Non, quelqu'un intervenait. Est-ce que Judith disait, au fond, c'est une bonne nouvelle pour Macron parce que ça va diviser la gauche. Est-ce que Macron ne se perdrait pas à aller chercher un électorat qui est quand même extrêmement disparate? Dans les Verts, il y a des gens de gauche, il y a des libéraux, il y a des anti-croissance, il y a des gens qui sont pour la croissance verte. C'est un électorat très compliqué à capter, non? Oui, je pense qu'il en capte déjà une partie parce que ne serait-ce que par les Verts qu'il arrive ou les écologistes qu'il arrive à capter au sein de son gouvernement. La nomination de Barbara Pompili en est un exemple. Mais je trouve quand même que c'est vrai, effectivement, il faut relativiser cette victoire des Verts au municipal. Je suis d'accord, ils n'ont pris que quelques grandes villes, 8 grandes villes en France, etc. En revanche, je pense vraiment que sur ce sont pas des petites villes qu'ils ont prises, ce sont quand même des villes comme Bordeaux, comme Lyon, comme Strasbourg, etc. Et si on fait le compte des 8 grands groupes que les Verts ont remportés, ça représente 1,7 million d'habitants en France, d'accord? Si on y rajoute à ça des villes, remportées ou gardées par la gauche, avec une alliance importante avec les écolos, on peut penser à Marseille ou à Paris, on arrive à quasiment 5 millions d'habitants. En réalité, en fait, ce que ces municipales provoquent, même si c'est une petite partie de l'électorat français, c'est quand même 10% du corps électoral. Et au final, ça va donner une visibilité aux écologistes. Et surtout, ce qu'il faut retenir, à mon avis, c'est que les écolos ont gagné systématiquement grâce à des alliances avec le reste, une partie de la gauche, et que ça peut enclencher une dynamique pour la présidentielle. Alors c'est vrai que si on regarde les chiffres d'aujourd'hui, d'intention de vote, etc., socialistes, ça pèse pas grand-chose, etc., mais tout est question ici de dynamique. Et à mon avis, ces municipales, même si, encore une fois, les écolos n'ont pas remporté, d'un point de vue du suffrage, ces élections municipales, d'un point de vue symbolique et médiatique, force est de constater que ça enclenche une dynamique. Alors moi, j'ai une explication qui vaut ce qu'elle vaut, mais j'ai l'impression que on annonce
partout un deuxième tour Macron-Le Pen pour 2022. Et quand on regarde les sondages, les Français n'en veulent pas. Et moi, mon impression, c'est qu'ils cherchent une alternative à ce combat annoncé d'avance, et que peut-être ils le cherchent chez les Verts. Qu'est-ce que vous en pensez les uns et les autres? Je vais vous faire commenter mes intuitions. Non, mais Une minute. C'est effectivement une hypothèse de travail intéressante. C'est vrai que les Français sont peu intéressés par le duel Le Pen-Macron. Le match retour, à chaque fois, il l'écarte. Et heureusement, en France, c'est quand même toujours un match retour, que ce soit Chirac ou Macron, qui est emporté assez grandement par le candidat démocrate. Mais effectivement, peut-être d'abord qu'un jour, ça pourrait basculer. C'est quand même extrêmement dangereux. Mais deuxièmement, c'est vrai que le discours politique et le débat politique gagnerait sûrement entre deux personnes qui pourraient être Macron et un candidat ou un Vert et Le Pen, j'en sais rien d'ailleurs. Gauchiste, etc. Ça c'est une certitude. Non, quelqu'un va intervenir sur cette... Oui, moi, Patrice, j'avais peut-être quelque chose à dire. Je vais relancer un débat, mais quand vous dites, Patrice, les Français, on a l'impression que les Français ont envie. Moi, j'ai l'impression que les médias ont envie. Et que, encore une fois, si nous nous mettions à parler autant tout d'un coup je vais faire exprès, de Marine Le Pen, que nous parlons toutes les 2 minutes, même si c'est justifié, du réchauffement climatique et des risques écologiques, je pense que les Français vous diraient que, tout bien considéré, ils veulent un arbitrage entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. La réalité, c'est que malheureusement, et surtout dans l'élection présidentielle, pour ça, Blanche parlait tout à l'heure des programmes dans les petits, sauf que, à la dernière minute, vous constaterez que c'est souvent le candidat le plus médiatisé, le plus beau ou la plus jolie qui l'emporte. Parce que ça reste une élection hyper personnalisée. Il en va de même de la tendance politique aujourd'hui. Je vous assure que si nous nous mettons sur toutes nos antennes de télévision et de radio d'expliquer demain qu'un astéroïde va frapper la surface de la Terre et qu'un parti se crée, le parti qui sera contre l'astéroïde l'emportera. Je fais exprès de la provocation, je ne veux pas paraître comme le Trumpiste, mais j'essaie de dire que quand vous avez un écosystème qui a effectivement comme sujet la transition écologique, moi j'en entends toujours beaucoup parler, mais personne jamais ne l'explique d'ailleurs. La transition écologique est bénéfique pour l'économie. Ça, c'est en général la dépense d'argent public. C'est rarement un business qui se monte. Alors, si, par exemple, la voiture à hydrogène. Voilà, là, on a un point précis. Et ça, c'est quelque chose qui est concret. Bizarrement, je n'entends pas les écologistes en parler. Le poids du nucléaire, on fait tout l'inverse. Nous, on se transforme en allemand. C'est-à-dire qu'on ferme nos centrales nucléaires pour acheter par la fermeture de Fessenheim, qui certes était une centrale vieillissante, il aurait mieux valu en construire une autre, je vais faire de la provocation jusqu'au bout, que d'aller acheter l'électricité allemande produite par l'électricité à 68% carbonée. Voilà. Mais ça, on n'en parle pas. Par contre, nous tous, nous les médias, je me mets dedans, parce que j'ai le plaisir aussi d'être président de cette chaîne, donc je vais le dire, nous parlons effectivement toutes les minutes d'écologie. Regardez les appels d'offres. Je suis désolé de le dire, nous avons à peu près 30% de la note aujourd'hui dans les appels d'offres d'archi public qui parlent d'écologie. Tout le monde y satisfait, y répond, etc. Comment voulez-vous que les Français, Patrice, ne pensent pas aujourd'hui à l'écologie au moment de voter? Et en particulier jeunes. C'est-à-dire qu'ils sont le plus avec nous, les médias, sur Internet, sur le digital. Je lance un pavé exprès parce que je pense que nous faisons beaucoup l'élection aujourd'hui. Quand je dis les Français ne veulent pas, c'est les sondages qui montrent qu'ils ne veulent pas de ce... Laurent Mazory, et j'ajouterais non seulement les médias, alors je suis dedans, mais moi j'essaye de parler de la pile à combustible à chaque fois que je suis interrogée sur ces sujets-là. Mais avec mes petits bras, évidemment, ça ne permet pas de réorienter le débat. Mais le discours écologique qui a gagné les grandes villes municipales est un discours écologique décroissant, anti-progrès, absolument catastrophique. Mais force est de constater que l'autre discours, ce matin, par exemple, Bruno Le Maire était sur une radio, il a parlé du grand plan hydrogène en Europe, il a parlé de choses comme ça, mais il est un des rares, et malheureusement, les hommes politiques qui sont plutôt dans l'ensemble démagogues sur le sujet, et je pense en premier lieu à Emmanuel Macron, encouragent l'écologisme décroissant. Oui, on l'a vu avec la citoyenne. Oui, absolument. Voilà. Qui était quand même catastrophique. Exactement. Et juste pour vous dire, alors je suis tout à fait d'accord que l'écologie qui a gagné ces grandes villes, d'ailleurs c'est que des métropoles, c'est loin d'être le cas ailleurs en France, et ça aussi il faut faire très attention
une écologie qui soit aussi sociale et accessible à tous, ça, on y tient vraiment, nous, beaucoup. C'est vraiment cette idéologie de la décroissance, l'interdiction. En gros, il faut interdire de circuler pour que les voitures soient propres, il faut arrêter de construire pour que les logements soient sobres. Et nous, on est plutôt dans une écologie du concret avec les maires au quotidien. Ils font de l'écologie quand ils financent des jardins partagés, du compost. C'est du très concret. Et peut-être qu'ils le placardent pas dans un programme, même si beaucoup en ont quand même parlé, mais c'est au quotidien sur toutes leurs actions. Et pour revenir sur la Convention citoyenne, Valérie Pécresse a reçu hier, par exemple, tous les franciliens de cette Convention citoyenne. Voilà, on a analysé toutes les propositions. Il y a des choses à reprendre, sortir de l'usage de la voiture en solo. Si en Île-de-France, vous passez à 2 personnes par voiture au lieu de 1,1 aujourd'hui, vous stoppez les bouchons. Donc, il y a vraiment du travail à faire là-dessus. C'est pour ça que nous, on finance toutes les applis de covoiturage, on offre le covoiturage en temps de grève, etc., pour essayer d'inciter davantage. Bon, des choses comme ça, la lutte contre l'artificialisation des sols, bien évidemment. Donc, il y a des très bonnes choses. Mais après, ce dont on s'est rendu compte dans ces dialogues avec les citoyens hier, c'est qu'ils n'avaient pas du tout été challengés. Ils avaient une vision très unique d'un seul côté de chaque problème. Et donc, il n'y avait pas eu du tout de dialogue d'une autre vision. Et aussi de la confrontation à la réalité. Oui, mais les frères étaient complètement orientés, en fait, c'est ça le problème. Oui, ils ont été très téléguidés. Voilà, c'est problématique parce qu'il y a cette histoire d'orientation et de biais, mais il y a aussi cette histoire de ne pas être du tout dans la réalité. Quand on dit qu'il faut piétonniser tous les centres-villes, alors comment on fait? Ça veut dire qu'il faut faire des voies de contournement et donc des routes autour des villes. Donc, et ils sont pas allés jusque-là dans ces réflexions, donc c'est ça qui est un peu problématique, c'est qu'il faut discuter concrètement de cette écologie et dès qu'on passe à l'opérationnalité des choses, ça devient beaucoup plus compliqué, mais il faut le faire et je pense qu'il y a d'ailleurs des choses quand même à reprendre évidemment dans cette convention citoyenne, mais en la confrontant à la réalité. Alors, pardon, parce qu'il nous reste assez peu de temps, je voudrais quand même qu'on aborde, vous en avez parlé, la question de Nadia Hay, qui a été nommée donc ministre déléguée à la ville, qui était députée de la 11e circonscription des Yvelines, c'est-à-dire de Trappes. Et cette nomination va provoquer une élection partielle au mois de septembre, puisque le suppléant de Madame Hay ne pouvait pas... Enfin, elle a démissionné puisque son suppléant est impliqué dans une affaire de drogue. Donc, est-ce que, quand ils ont pris la décision de la nommer, est-ce qu'à votre avis, quand ils ont pris la décision de la nommer ministre, ils savaient, ils pensaient, ils ont réalisé qu'il y allait avoir une élection partielle. Parce que là, il y a un gros risque. La majorité REM est déjà a perdu la majorité absolue. Là, il y a un risque aussi là de perdre encore un siège. Exactement, et je pense que c'est Laurent Mazori qui l'a dit. Non, je pense qu'ils n'ont pas du tout, envisagé cela. Ils se sont dit à élu de Trappes, on va la mettre à la politique de la ville. Voilà, ça aurait pu être ça retrouvé, ça aurait pu être voilà. Et donc nous, effectivement, il y a un gros risque pour eux de perdre cette circonscription parce qu'en plus on a un très bon candidat qui est Othman Nasrou et qui, je l'espère, qui a tout mon soutien en tout cas pour être candidat, qui a quand même. Pardon, Oui. je précise quand même que Pierre Bédier a dit que Othman Nasrou s'était déclaré un petit peu vite et qu'il ne serait pas forcément le candidat. Othman Nasrou a quand même réussi l'exploit de quasiment remporter la ville de Trappes à 160 voix près. Trappes à droite, enfin, je ne sais pas si vous réalisez bien. Donc à 160 voix près, avec des pratiques un peu d'ailleurs douteuses du candidat qui a gagné. Donc il a toute la légitimité pour partir sur cette élection-là. Il a le soutien de Monsieur Fourgousse, l'ancien député, d'autres maires de la circonscription, et je pense vraiment qu'il peut remporter cette circonscription. Donc oui, erreur majeure d'Emmanuel Macron là-dessus. Judith Vintraube, vous pensez à un retour de Benoît Hamon, votre ami? C'est un bruit qui a couru, d'informations que je peux avoir. Je sais qu'il a été contacté, il a répondu en premier qu'il n'irait pas, mais je ne suis plus très sûr qu'il ne soit pas éventuellement sur le point de changer d'avis. Ce sont les bruits envers nous. Désolé qu'ils ne sont pas arrivés jusqu'à moi, je ne peux pas confirmer. Mais c'est intéressant quand même dans la manière dont se fait un remaniement. C'est-à-dire qu'on a quand même l'impression qu'il y a des décisions qui se prennent vraiment à la dernière minute et sans envisager toutes les conséquences qu'elles peuvent avoir. La première décision de ce type-là,
c'est quand même celle de promouvoir Gérald Darmanin à l'intérieur, parce qu'en fait, tout était bouclé. Et c'est dans les dernières 24 heures ou dernières 48 heures que Gérald Darmanin a dit c'est très simple, moi, si on ne me donne pas l'intérieur, je retourne à Tourcoing. C'était Blanquer qui devait y aller? Pardon? C'était Blanquer qui devait être ministre de l'Intérieur? Blanquer devait être, oui, ministre de l'Intérieur. Donc, vous parlez d'improvisation, c'en est une belle. Là. Ouais. Enfin, pas de la part de Gérald Darmanin, apparemment. Mais c'est pour ça que c'est toujours assez amusant, les remaniements. On a l'impression que ça peut être très pensé d'avance et tout ça. Et il y a toujours des rebondissements au dernier moment. Merci à tous. Alors, avant de nous quitter, on va faire quelques conseils de lecture de vos éditions. Sandra Martineau, Dernière escale. Voilà. C'est tous des poches, hein? Alors oui, c'est une nouvelle collection de poches, les 4 titres qui sont sortis pour les grandes vacances, enfin pour l'été. Il y a le très très bon Travail étude d'Yvan Robin. Voilà, c'est presque un programme électoral. Hein. Dernière escale, Travail étude. Emmanuel Macron. Voilà. Absolument. Punk Fiction. Alors ça, je sais pas pour qui c'est. C'est peut-être pour les mères verts. Et puis... et du passé faisons table rase. Du passé faisons table rase, là ça aussi. c'est pour l'élection présidentielle de 2022, parce que ça sera le programme de tout le monde. Une collection très macronienne, en fait. Absolument. Mais en fait, pas du tout quand on la lit. Merci beaucoup, Alexandra Dublanche, Judith Vintraube, Laurent Mazori, Vincent Couronne et Jean-Charles Lajoigny. Et puis, bonnes vacances, on va se retrouver à la rentrée, si vous le voulez bien. Merci à tous.